Nous sommes un samedi matin pendant les vacances de la Toussaint. La douceur angevine projette cette lumière incomparable sur les murs de notre ville, avec les reflets que la nature s'est dessinés à la fois dans la Maine et sur les parois du château. Et pourtant, vous avez pris la décision, plutôt que de goûter à la quiétude méritée d'une fin de semaine où vous pourriez avoir des envies plus personnelles, de venir ici, au quai, pour assister à un certain nombre de conférences qui vont être données dans le cadre de ce forum Libération autour des enjeux et des questions qui sont posées par la révolution numérique à laquelle nous sommes en train d'assister. Et je voudrais, en quelques minutes, juste poser le cadre de tout ça. D'abord, en me tournant vers Laurent Geoffrin et à travers lui vers les équipes de son journal, je voudrais le remercier de sa présence et lui dire à quel point on est heureux de l'accueillir ici à Angers. Alors, pourquoi ce forum aujourd'hui? On a accueilli, il y a quelques jours, le World Electronic Forum, une sorte de Davos de l'électronique qui, habituellement, n'a pas de partie grand public. Et qui est un temps où des décideurs se retrouvent entre eux. Sauf qu'on s'est dit, si on accueille cet événement, après Singapour, après Las Vegas, après des très grandes villes, c'est la première fois que ce n'est pas une capitale qui est choisie. La dernière fois que cet événement s'est tenu en Europe, c'était à Londres en 2005, et ils ont décidé avant-hier que l'année prochaine, ce serait à Pékin. Donc vous voyez que dans les annales du World Electronic Forum, nous aurons entre l'édition de Singapour et l'édition de Pékin, l'édition d'Angers. Comme on s'est dit que ça avait peut-être une résonance un peu particulière, il fallait en faire un événement particulier. D'abord, pour rendre justice aux forces économiques qui existent sur ce territoire, et pour permettre, à travers des visites d'entreprise, d'aller visiter les pépites, les talents, les start-up et les entreprises françaises qui, sans avoir forcément la notoriété, la visibilité, le rayonnement qu'elles méritent, pour autant, ont une puissance à faire valoir pour s'imposer dans cette révolution économique. Et puis on a eu hier des temps de rencontres entre acteurs économiques sur les enjeux, sur les promesses, mais on s'est dit qu'on passerait à côté de quelque chose. S'il n'y avait pas aussi un moment où on prenait le temps de réfléchir aux menaces, aux conséquences sociétales de tout ça, à ce que ça peut entraîner en termes d'éthique, en termes de philosophie, et que dans notre ADN angevin, au-delà de notre pôle de compétitivité dans le végétal et de la qualité de ce terreau dans lequel poussent des végétaux qui déjà étaient livrés à la cour des rois de France il y a plusieurs siècles, au-delà de notre ADN électronique, puisqu'en 1911, la première société électronique qui s'est créée à Saint-Pierre-Mont-Limard, la CIFT, a été le début d'une longue aventure, avec, au début des années 50, une exposition consacrée à l'électronique ici. En 1957, l'ouverture de Thomson. En 1960, la nuit de l'électronique, qui était un événement à l'époque qui était annuel, etc. On a aussi dans notre ADN Jean Bodin, l'humanisme, une forme de bienveillance en prenant conscience que la manière dont on traite les êtres humains, c'est aussi une part constitutive à la fois de notre identité et de notre génie ligérien. Pour toutes ces raisons, on souhaitait prendre ce temps, ouvert à tous, gratuit, libre d'accès, malgré les quelques petites difficultés pour faire des badges compte tenu de la présence d'un ministre de la République et du caractère Vigipirate dans lequel nous sommes. Mais c'est libre quand même. Et nous ne conservons pas les données de ceux qui se sont inscrits aujourd'hui. Je tiens à le préciser. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour moi évidemment un très grand plaisir d'ouvrir ce forum Libération aujourd'hui avec Laurent Geoffrin, en lui passant la parole, en lui redisant le plaisir que nous avons à l'accueillir et l'impatience surtout de pouvoir entendre les différents invités qui vont se succéder pour nous expliquer les contours et les esquisses de ce qui nous attend. Merci infiniment à tous et à toutes. Merci, monsieur le maire. Nous sommes toujours ravis. C'est la deuxième année que nous venons ici à Angers
autour d'un événement qui porte sur le numérique. Donc nous sommes absolument honorés et ravis d'avoir organisé de nouveau cet événement. J'avais préparé un discours de 42 minutes, mais comme le maire a tout dit, j'ai plus rien à dire. C'est un très bon orateur, vous avez remarqué. Et donc, passer derrière lui, c'est difficile. Et donc, je voudrais d'abord remercier la ville d'Angers, la communauté urbaine, et donc Christophe Béchu de nous avoir accueillis. Je voudrais remercier nos deux autres partenaires. C'est important parce que sans eux, c'est très difficile d'organiser ce type d'événement. Il s'agit d'abord de la société Coyote, qui est une société de mobilité, qui s'occupe de mobilité et d'automobile, et puis une autre société un peu plus ancienne qui s'occupe également de communication et de mobilité, qui s'appelle La Poste. Voilà nos trois partenaires, donc je les remercie du fond du cœur pour nous avoir permis d'organiser cet événement. Nous sommes tous néistes. Hein. Néiste, ça veut dire on aime ce qui est neuf, ce qui est nouveau, ce qui fait partie du monde de l'innovation. Et donc nous avons beaucoup d'enthousiasme à participer à cette révolution numérique qui est en train de changer nos manières de voir, nos manières de vivre. Et nous sommes très curieux de voir l'évolution de cette petite puce qui est en train de changer le monde depuis maintenant 20 à 30 ans. Et donc nous sommes enthousiastes. Surtout à Libération, on aime ce qui est nouveau, ce qui est neuf. Mais ça n'empêche pas de réfléchir. Et donc on va se poser des questions pendant toute cette journée. Il y aura 4 tables rondes qui sont importantes. Je vais prendre juste trois exemples, 3 questions, et puis j'en aurai fini. Il y a une question sociale, c'est-à-dire que le numérique rend la vie plus fluide, plus difficile, plus facile, plus commode. Le numérique accroît l'efficacité des processus de production. Mais il est probable qu'il se diffuse de manière inégale dans la société. Hein, c'est pas la théorie du ruissellement, mais ça commence quand même en général par les premiers de cordée, pour reprendre la métaphore de notre président de la République. Et donc, quand la révolution numérique se développe, il y a un risque, c'est que les gens qui sont à mi-pente restent en arrière. Donc, vous voyez une question sociale qu'il faut poser. Il y a une question culturelle, c'est un outil extraordinaire de diffusion de la culture et de l'information, mais c'est aussi un outil extraordinaire de diffusion des fausses nouvelles, ce qu'on appelle les fake news, et encore pire, de la propagande haineuse que développent un certain nombre de groupes ou un certain nombre d'ennemis de la civilisation. Et puis, c'est une aide à la vie quotidienne, à la mobilité, à la communication, mais c'est aussi une manière de retracer, au fond, chacun de nos gestes, minute par minute, heure par heure. Les réseaux sociaux peuvent aussi être des réseaux de surveillance. Et donc, il y a une question qui touche aux libertés publiques, qu'il faut également aborder de front. Donc voilà au moins 3 questions, ce que nous allons aborder toute la journée. Je vais donc, à mon tour, ouvrir ce forum en remerciant encore Christophe Béchu de son aide et de sa participation, et de son accueil qui est chaleureux et raffiné en même temps, qui est à la fois tourné vers l'avenir et qui s'enracine dans le passé le plus glorieux, qui est celui de la ville d'Angers. Voilà. Eh bien, je déclare ouvert ce forum Libération et la ville d'Angers. Voilà. Et donc, j'appelle les participants à la première table ronde avec Sybille Vincendon, qui est rédactrice en chef à Libération, et qui va avoir le plaisir et l'honneur d'animer cette table ronde. Bonjour. Donc j'appelle à la tribune Axel Lemaire, honneur aux dames. Au banc des ministres, Mounir Mahjoubi. Asseyez-vous, si j'ose dire, enfin en randonnion, c'est peut-être pas très flatteur, mais vous voyez ce que je veux dire. En troisième personne, je voudrais Fabrice Boissier, s'il vous plaît, directeur général délégué de l'ADEME. En quatrième, j'aurais voulu Philippe Aguillon, qui est là, je vous en prie, économiste. Christophe Béchu, est-ce que vous nous rejoignez? Non? Alors, je vous zappe. Voilà. Et last but not least, Gary Shapiro.
Très bien, je vais présenter brièvement nos invités. Donc, Axel Lemaire, vous êtes l'ex-secrétaire d'État chargé du numérique. Vous êtes l'auteur en particulier, en tout cas, vous avez porté la première loi co-construite avec les citoyens de la Ve République. Je ne pense pas qu'il y en avait avant, on ne leur demandait pas leur avis. Là, on leur a demandé. Alors évidemment, ça crée à la fois des avancées et des frustrations, puisque vous avez des intervenants qui pensent qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de leur propre proposition, mais ça, c'est sans doute la règle du jeu. Mounir Majoubi, vous êtes le successeur d'Axel Lemaire, et je dois dire que vous êtes un peu, comment dire, dans la même position et qu'on aura du mal à vous opposer au cours de ce débat, à mon avis. Voilà, vous êtes supposé être le cerveau du web de l'équipe Macron. En tout cas, c'est ce que j'ai lu partout. Fabrice Boissier, donc vous êtes le directeur général de l'agence voilà, en gros, le développement et la maîtrise de l'énergie. Et donc, vous êtes l'homme de l'organisme qui va faire en sorte que nous essayons de ne pas perdre la lutte contre le changement climatique. Vous voyez que je suis prudente. Philippe Aguillon, vous êtes donc économiste, vous êtes titulaire de la chaire économie des institutions de l'innovation et de la croissance au Collège de France, mais vous êtes surtout réputé comme étant la tête pensante de la doctrine économique du gouvernement Macron et du président Macron. Une sorte d'éminence grise, on va dire. Et donc Gary Shapiro, qui est ici, qui est notre invité, qui est dans la continuité du World Economic Forum qu'il a contribué à amener ici à Angers, et qui est surtout le patron du CES de Las Vegas, le célèbre CES de Las Vegas. Alors cette manifestation a commencé en 1967, et à l'époque on montrait avec fierté des téléviseurs noirs et blancs. Aujourd'hui on montre beaucoup de choses, et donc si vous voulez savoir qui est Gary Shapiro, on a une petite vidéo pour vous le montrer. Enfin, du moins, j'espère. Ah, un problème avec la vidéo? Non, on n'en a pas. Good. Et voilà. Alors, c'est très commode pour moi d'être ici, ça vous dérange pas?
Bon. Donc nous avons un premier débat et ce premier débat s'intitule « Quelle société nous promet la nouvelle économie ?» J'adore ce titre parce qu'on peut imaginer aussi bien une société de rêve qu'une société de cauchemar. Donc j'aurais envie quand même de donner la parole à Axel Lemaire en premier, puisque vous avez quand même essayé de changer une partie au moins des habitudes de notre société de la Ve République et de faire quelque chose qui serait législativement et dans le rapport au pouvoir un peu différent. Et je voudrais vous donner la parole en premier. Merci, bonjour à tous. Merci de nous accueillir à Angers. Angers, Angevin, moi je pense toujours à Ange et j'ai l'impression que c'est le pays du rêve. Comme j'ai une tendance optimiste, c'est vrai que je vois le potentiel avant tout de ce que peut apporter le numérique à l'économie, mais pas uniquement à l'économie, aussi à la société. Monsieur le maire, merci de nous accueillir. Monsieur le ministre, ravi d'être à tes côtés, Mounir. Gary, a pleasure to see you again. I didn't know you were candidates in the next presidential election in the US. That means it's not going to be Mark Zuckerberg, it's you, right? Okay, good. Je l'ai félicité pour sa candidature à l'élection présidentielle aux États-Unis. Plus sérieusement, quelle promesse du numérique pour notre société? Moi, je l'ai vu comme une promesse de gouvernance politique. C'est-à-dire qu'à des modèles anciens, très verticaux, très hiérarchiques, très cloisonnés, très élitistes, où on considérait qu'une technocratie éclairée peut décider au nom du peuple, eh bien, le numérique permet l'expression en temps réel, de manière interactive, collaborative, co-construite, d'une diversité d'opinions comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Et je crois que nos institutions et les responsables politiques doivent en prendre acte. Vous avez eu combien de participations à la plateforme? Combien d'interventions? Alors, il y a eu 21 300 contributeurs, il y a eu 150 000 votes sur Facebook. Ah ouais. Et c'était surtout une première, c'était une expérimentation. C'est la première fois en France, mais aussi en Europe et au niveau international, que c'est un texte de loi, et d'une loi émanant du gouvernement et non pas du Parlement, qui est décidé de cette manière, avec pour principale vertu non seulement l'enrichissement du contenu, mais je crois la transparence. Et donc la lutte contre d'autres formes d'expression, en particulier venant des lobbies qui autrement n'auraient pas été révélés. Et c'est la première fois que, je crois que les chercheurs peuvent utiliser la construction de cette loi pour une république numérique comme un objet de recherche aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à tout l'historique de ce texte, de son début, jusqu'à son adoption. Son adoption à l'unanimité et par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Je suppose que vous ne le savez pas, peu de gens le savent, et pourtant, c'est le seul texte qui avait été adopté de cette manière dans le précédent quinquennat, et je crois que ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'à partir du moment où il a fait l'objet d'un débat démocratique largement ouvert et transparent, il a été épuré des principaux points sur lesquels il fallait décider, et la politique s'est décidée, et cela a élevé la qualité du débat démocratique au Parlement, et ça a permis de trancher au final. Donc, moi, j'aimerais... Alors, il y a eu le 49.3, il y a les ordonnances, donc il y a encore des... Oui, c'est une autre méthode, on va appeler ça... Mais nous sommes au début de l'émergence de ce qu'on appelle les civic tech. Donc, c'est les technologies au bénéfice d'un renouvellement de l'engagement de citoyens et de l'expression démocratique. Et je crois qu'il faut absolument qu'on se saisisse de tout ce potentiel. Alors, c'est formidable parce que ça me permet justement d'enchaîner avec Mounir Mahjoubi, puisque est-ce que cette façon de faire la loi est un prototype dont le moule a été cassé, ou bien est-ce que ça peut, dans la société, justement la nouvelle société que nous promet l'économie numérique, devenir une sorte de modèle de la façon de faire? Le sujet, c'est comment on sort de l'anecdotique. Tu l'as rappelé, cette loi, en fait, ce processus consultatif, c'est un prototype. Quand on a 21 000 participants sur 66 millions de Français, il faut qu'on aille plus loin.
J'étais président du CNUM, on a toujours été à tes côtés à cette époque-là et on était certains de le faire. Mais on est encore des précurseurs. Et c'est pour ça qu'on est encore un objet d'étude. Un processus qui s'est généralisé, il n'est pas un objet d'étude. Il est un exemple qu'on imite, qu'on diffuse et qu'on fait grandir. Et vous parlez de cette société qui arrive. Ce qui est important, c'est de dire qu'on n'a rien à subir, qu'on n'est pas là pour subir et qu'on doit porter cette société numérique avec nos valeurs. Et c'était tout l'objet des débats à l'époque pendant le projet de loi, mais c'est tout l'objet du programme du programme d'action de ce gouvernement, de se dire qu'est-ce qu'on attend du numérique pour la société. Et nous, on l'a souvent exprimé, à la fois un pilier de performance et un pilier d'humanité. Un pilier de performance, c'est-à-dire, et il ne faut pas l'oublier, et surtout quand on est au World Electronic Forum, surtout quand on parle de la French Tech, un de nos grands objectifs, c'est de faire de la France un champion économique mondial du numérique et par le numérique, avec des startups extrêmement innovantes qui doivent créer, réinventer des nouveaux secteurs, qui doivent développer une économie de conquête à travers le marché européen, à travers le marché mondial, mais aussi une économie de transition sur comment on accompagne les TPE-PME qui sont partout sur les territoires pour qu'elles profitent de ce numérique. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à peut-être à d'autres, je ne crois pas à une disparition de tout notre écosystème existant pour un autre. Je crois qu'il faut que les deux émergent très fort. À la fois un écosystème très innovant et aussi une transformation de l'écosystème existant. Tout le monde n'arrivera pas à se transformer, on doit tout faire pour. Et puis, l'humanité. C'est-à-dire qu'on veut cette performance et on se mobilise, on crée le contexte fiscal, on crée le contexte de régulation pour le faire, pour faciliter la capacité à innover. Et de l'autre côté, un regard profond, engagé sur l'inclusion numérique. Et ce sujet de l'inclusion numérique, c'est la condition de la participation citoyenne en ligne, c'est la condition de la participation économique, c'est la condition de la participation même à la société en général, qui est de dire, si on a 20% des Français aujourd'hui qui ne se connectent pas au numérique, alors ça ne sert à rien que je porte l'engagement de numériser 100% des procédures en ligne de l'État. Ça ne sert à rien qu'on développe cette super économie des startups, parce qu'on aura mis de côté 20% des Français. C'est comme si tu avais un jardin et qu'au bout de ton jardin, il y avait le TGV qui passe tous les jours, mais que la première gare, elle est à 400 km. Donc tu sais que ça existe, ça passe sous ton nez, mais ce n'est pas pour toi. Donc là-dessus, on ne peut plus accepter ça. C'est-à-dire que l'étape d'urgence absolue, c'est de ramener ces 13 millions de Français dans le chemin du numérique. Et là, il y a deux choses. Il y a le réseau. Vous le connaissez et vous le savez dans la région. J'ai regardé les cartes avant de venir. J'ai parlé. Hier, on a rencontré de nombreux maires. Le réseau data, le réseau mobile des consorts d'Angers peut parfois être claudiquant, peut avoir quelques difficultés, peut être... Je peux vous interrompre une seconde? Dans la salle, je voudrais savoir qui a des difficultés pour se connecter et qui n'a pas de très haut débit. Levez la main. Ouais, ça fait quand même du monde. C'est à peu près à l'image, c'est-à-dire qu'il reste à peu près 10% des personnes qui sont mal connectées en termes d'infrastructure, c'est-à-dire soit mobile, soit en termes de haut débit. Et la question aujourd'hui, c'est les engagements qu'on a rappelés. Dès 2020, cet impératif qu'on se donne et qu'on donne aussi aux opérateurs d'arriver à une couverture de bonne qualité, mais en redéfinissant ce que ça veut dire bonne qualité pour le mobile, et le mobile est la donnée. Et puis un deuxième engagement sur le bon et le très haut débit sur 2020 et un engagement sur le très haut débit 2022. Mais ça, c'est uniquement la partie infrastructure et réseau. Si on veut que les gens participent en ligne, il y a un deuxième enjeu. Hier, j'étais avec un monsieur de plus de 80 ans qui a découvert Internet il y a 3 ans. 3 ans seulement. Et avant ça, il avait fait ses 20 premières années de retraite sans Internet. Et il représente plusieurs millions de personnes en France qui ont pris leur retraite avant qu'il y ait eu un ordinateur au travail et qui n'avaient plus d'enfants à la maison, parce que les enfants étaient déjà grands, et qui donc n'avaient personne pour faire le médiateur numérique à domicile, pour vous obliger à aller sur Facebook, pour vous obliger à regarder ce qu'ils font. Et il a pris conscience de la nécessité de se connecter, d'être capable de maîtriser, à cause des impôts, parce que ça devenait intéressant pour lui. Mais en fait, la première raison pour laquelle il a voulu se connecter, c'est qu'il est passionné de voitures et qu'il a des voitures d'occasion qu'il rachète et qu'il revend, et que la procédure est maintenant massivement numérisée et quasi uniquement numérisée, et qu'il ne voulait pas dépendre de qui que ce soit pour faire cette démarche. Et donc, c'est dans cette volonté d'autonomie qu'il s'est formé, qu'il a pris des cours et qu'il l'a fait. Ça, c'est un enjeu majeur, parce que si on fait de la participation politique en ligne, et j'y crois très fort. J'ai participé à 3 campagnes présidentielles avec un seul rôle dans ces campagnes, c'est de poser la question de l'engagement des citoyens par le numérique. La première campagne que j'ai faite, c'est celle de Ségolène Royal en 2005. Eh ben, on était très heureux, on était précurseurs, mais il y avait 5000 personnes sur la plateforme des jeunes. Mais c'était incroyable de faire ça en 2005, à une époque où personne n'avait de smartphone.
Ensuite, en 2012, ça a été encore un peu plus loin. Ensuite, il y a eu la loi pour une république numérique avec 21 000 participants. Et puis, il y a quand même eu la dernière présidentielle, avec un mouvement qui s'est créé et qui, en quelques mois, a eu près de 300 000 adhérents qui ont co-construit des lois, qui ont co-construit une proposition de programme. Et c'est pour ça qu'ensuite, au gouvernement, on a, et le Premier ministre l'a rappelé il y a 2 semaines, demandé à tous les ministres de passer par des procédures consultatives sur tous les projets de loi à venir, mais par contre les premiers projets de loi, ceux qui avaient fait l'objet d'1 an et demi de campagne, ceux qui avaient fait l'objet d'1 an et demi de débat avec les Français, on s'était engagé à les faire passer le plus vite possible parce que la France en avait besoin. Alors vous allez concerter, vous allez demander l'avis des gens par les voies numériques sur quel projet ? Par exemple, on peut parler de ce que j'ai annoncé hier, ici même à Angers, qui est le début du Startup Tour. Startup Tour, c'est un tour physique, c'est-à-dire que là, le but, c'est pas toute la population, c'est spécifiquement sur les startups les plus innovantes. Comment on fait pour accompagner et qu'est-ce qu'on fait pour faciliter le contexte législatif et régulatoire des startups ? On a déjà abordé certains sujets sous le précédent mandat. Là, la question, c'est d'aller encore plus loin. Et donc, hier soir, on a lancé le premier volet à Angers. La semaine prochaine, je serai à Dijon et ensuite, je serai à Montpellier. Et il y aura une plateforme en ligne, mais qui là est plutôt sous un mode gestion de tickets, c'est-à-dire gestion des bugs. C'est-à-dire on va débugger le droit de tous les problèmes que rencontrent les startups quand elles veulent innover. Et donc ça, c'est une procédure spécifique. Mais Julien de Normandie a par exemple mené une grande consultation sur le logement avec près de 20 000 participations et qui fait qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut remercier toute l'initiative qui a été faite lors du précédent gouvernement, ça a mis du temps, mais c'est rentré dans les esprits cette idée qu'il fallait consulter. Nous avons gagné une campagne présidentielle en le démontrant et en expliquant que c'était absolument nécessaire. Maintenant, notre victoire et notre joie, c'est qu'on ait des débats sur la façon de le faire. C'est-à-dire que là, on est tous d'accord parce que c'est les premiers, mais après, pour ceux qui sont des passionnés du sujet, c'est notre cas tous les deux, et d'ailleurs, on n'est pas totalement d'accord sur les différents processus. Mais ça, c'est un débat d'experts que si on avait devant vous, peut-être éloignerait beaucoup de gens du sujet. Mais la consultation citoyenne, c'est pas juste demander aux gens leur avis. Moi, je voudrais justement que vous passiez la parole à votre voisin, parce que votre voisin, il est en tout cas au cœur de choses qui ont beaucoup à voir avec la vie quotidienne et avec la société et dont on entend parler ici. Enfin, je pense que les Français sont très conscients du changement climatique, très conscients des enjeux qui sont liés à ça. On est en tout cas en Europe, en tout cas, il y a une conscience de ça qui est de moins en moins mise en question. Je pense que le climato-scepticisme ici se porte n'est pas en très grande forme, tant mieux pour nous. Mais je voudrais savoir quelle est la part que vous pouvez attendre du numérique, de toutes ces innovations pour porter votre message. Autrement dit, en caricaturant un petit peu, on a l'habitude de dire que tout ce qui est sur le climat, c'est très punitif, c'est très ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Est-ce que vous pouvez, avec ces technologies, aller dans un message plus positif et plus actif pour les gens ? Oui, c'est vrai qu'on se pose la question de quelle société nous provient la nouvelle économie. Moi, je peux le regarder sous 2 angles. On a l'irruption du numérique, cette transition numérique qui est en cours, et puis on a les enjeux de la transition environnementale que vous avez évoquée. Ces 2 transitions, est-ce qu'elles vont dans le même sens ? Est-ce qu'elles sont indépendantes ? Est-ce qu'elles vont en sens contraire ? En fait, il n'y a pas d'évidence. La première prise de conscience qu'il faut avoir, c'est que le numérique, c'est beaucoup de virtuel, certes, mais c'est aussi beaucoup de concret et beaucoup d'impact sur l'environnement. Donc il ne faut pas penser que le numérique n'a rien à voir avec la question environnementale. Je vais essayer de vous donner des exemples. Quelques chiffres pour vous faire prendre conscience de ça. Tout le monde a un téléphone portable dans la poche, je pense, dans la salle. Ça pèse quelques centaines de grammes. Ce téléphone, il transporte avec lui ce qu'on appelle un sac à dos écologique. C'est-à-dire que pour le fabriquer, il a fallu extraire des matériaux, on a utilisé de l'énergie, etc. Et c'est plus de 70 kilos de matière qui accompagnent ce téléphone portable, qui ont été extraits de la Terre, qui ont produit des pollutions, qui ont émis des gaz à effet de serre. Donc, voilà, on n'est pas dans quelque chose qui est complètement virtuel. Les consommations d'énergie des data centers, ceux qui traitent tous nos mails, nos requêtes sur le web, ça représente plus d'émissions de gaz à effet de serre que le transport aérien, qu'on pointe régulièrement du doigt comme étant un des facteurs clés du changement climatique. Donc on n'est pas du tout dans un monde où le numérique n'a rien à voir avec l'environnement. Je ne veux pas faire du punitif. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut mettre aussi le numérique au service de la cause environnementale. Et ça doit se faire en 2 temps. Premièrement, il faut faire rentrer le numérique dans une logique de ce qu'on appelle économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il faut sortir
de la logique, je prends des ressources, je consomme, je jette. J'ai pris l'exemple du téléphone portable. Si vous prenez tous les biens que vous achetez par an, en France, chaque Français, il utilise 15 tonnes de ressources de matières premières. Bon, vous faites tous livrer vos produits chez vous. Vous imaginez qu'on vous amène derrière les 15 tonnes de matériaux, ça a l'air bien dans votre jardin. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à se dégager de ce fardeau de matières premières qu'on utilise. Et pour ça, il y a des pistes. Il y a plus recycler, bien sûr. Il y a rentrer dans l'éco-conception. L'éco-conception, c'est-à-dire que quand je produis un appareil, je ne le produis pas uniquement avec une vision d'en faire le meilleur marketing et la meilleure expérience utilisateur. Je pense à sa durée de vie, je pense à sa réparabilité. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont essayé de faire réparer leur téléphone portable, mais ce n'est pas toujours facile. Donc là, on a des pistes pour que le numérique ait moins d'impact en rentrant dans une logique d'allongement de la durée de vie, en rentrant dans une logique de réparabilité. Et puis il y a tout le volet, parce qu'il n'y a pas seulement les producteurs, il y a les consommateurs que nous sommes. 9 Français sur 10 jettent leur téléphone portable alors qu'il fonctionne encore pour en acheter un nouveau. L'attrait de la nouvelle technologie, les promotions, tout ça, ça nous fait consommer. Et un tiers des Français, quand il achète un téléphone parce que son précédent est tombé en panne, n'essaye même pas de le faire réparer. Donc il faut qu'on change nos logiques aussi et qu'on rentre dans une logique de consommation plus responsable, moins dans la surconsommation et plus dans le mieux consommer. Une des clés, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Un mot un peu compliqué pour dire ce que vous pouvez l'expérience que vous pouvez faire quand vous faites du covoiturage sur Blablacar ou sur un autre site, ou quand vous allez louer plutôt qu'acheter. Tout ça, ça permet en fait de diminuer l'impact sur les ressources. Et là, on voit que le numérique prend une vision très positive. On n'aurait jamais pu développer le covoiturage sans la capacité du numérique à mettre en relation les gens qui ont une voiture et les gens qui veulent covoiturer. Le Bon Coin n'aurait jamais pu exister sans le numérique. Et le Bon Coin, c'est quoi? Ça permet de développer le marché de l'occasion et donc développer une deuxième vie pour les produits, donc allonger leur durée d'utilisation et donc diminuer ses impacts. Donc là, on voit un effet extrêmement positif du numérique. Autre exemple de là où le numérique peut aller dans le sens de la transition environnementale, c'est bien sûr le domaine de l'énergie. Nous consommons beaucoup d'électricité, de gaz, de chaleur. Le numérique, avec les réseaux électriques intelligents, permet d'optimiser nos consommations. On voit que la domotique fait introduire des outils électroniques dans la maison pour permettre de mieux réguler les températures, peut-être pour permettre de mieux programmer vos appareils électroménagers pour consommer au moment où il y a beaucoup d'électricité. Et donc là, on voit aussi que le numérique se met au service de la transition écologique énergétique. Dernier aspect peut-être où le numérique peut être mis au service de cette transition, c'est quand on fait le lien avec les objets. Le numérique, je dis, c'est pas que du virtuel, mais c'est aussi, l'électronique vient s'introduire dans tous nos objets du quotidien, dans l'électroménager, j'ai parlé de la domotique, dans les appareils de santé, etc. Et on voit se développer les objets connectés. Un objet connecté, c'est quoi? C'est un objet que vous utilisez concrètement, mais qui a une interface avec le réseau qui permet d'ajouter des nouvelles fonctions. Alors on connaît beaucoup les nouvelles fonctions qui sont liées au marketing, on va vous permettre de faire le lien sur Internet pour vous faire acheter d'autres objets, etc. Mais on peut aussi se servir d'objets connectés pour mieux comprendre l'état de l'appareil et pour éventuellement vous aider à mieux l'entretenir ou le réparer. Un exemple concret, les machines à laver. Les réparateurs nous disent qu'il y a un tiers des pannes qui proviennent du fait que les gens mettent trop de lessive dans la machine à laver. Ça oxyde la machine. C'était notre faute. D'accord. Voilà. Mais si on met un peu d'électronique dans la machine à laver, on peut facilement alerter l'utilisateur en lui disant attention, sur son smartphone par exemple, on peut lui dire attention, la machine détecte que vous mettez trop de lessive. Et on peut changer le comportement de manière préventive pour éviter que ces pannes arrivent. Les objets connectés, ça permet aussi de détecter des dysfonctionnements et de proposer des actions correctives, soit l'utilisateur, soit de faire venir un réparateur. On peut même aujourd'hui faire des réparations à distance où grâce à l'objet connecté, on peut modifier des paramètres des équipements sans avoir à faire intervenir le réparateur. L'électronique et le numérique permet aussi l'impression 3D, ce qu'on appelle la fabrication additive. Maintenant, on sait imprimer des pièces de rechange avec des imprimantes qui raccourcissent beaucoup le délai d'approvisionnement quand on doit réparer un objet. J'espère que ça fera baisser les prix de ces pièces qui, en général, sont assez stratosphériques. Alors pour des toutes petites choses, mais bon. Voilà, c'est bien des enjeux, c'est-à-dire que si on veut que le numérique se mette au service de la transition environnementale, il faut l'orienter.
Il y a un énorme chantier pour que la fabrication 3D ne sert pas uniquement à faire de l'ornemental, mais à faire de l'utilitaire. Il faut augmenter la qualité, il faut baisser les prix, et avec ça, on pourra avoir un effet de levier. Alors, Philippe Aghion, vous aviez l'ambition de conclure nos débats. Voulez-vous intervenir dès maintenant? Ouais, allez, allons-y, et on mettra Gary Shapiro après. Donc en fait, moi, je suis économiste et je me spécialisé dans la théorie de l'innovation et de la croissance par l'innovation. Et donc la révolution numérique, comme toute révolution technologique, on se demande toujours, est-ce que ça ne va pas créer du chômage? Parce que ça va mécaniser, quoi. On va automatiser des tâches et créer des inégalités. Et la deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va vraiment augmenter la croissance? Et il y a des raisons de se poser des questions, parce que à partir du moment où les machines deviennent de plus en plus intelligentes, elles remplacent les hommes, ça rend peut-être l'humain redondant, et ça détruit des emplois. Et on voit que ça détruit des emplois. Les inégalités, on voit que ceux qui s'adaptent, qui sont qualifiés, peuvent être valorisés par la révolution numérique, mais ceux qui ne le sont pas, au contraire, sont mis de côté ou doivent accepter des salaires très bas. Et puis il y a Gordon qui vient et qui dit oui, finalement, la première révolution industrielle qui était la machine à vapeur, c'est quelque chose de vraiment important. La deuxième qui était l'électricité, la chimie, c'était un peu moins important. Et puis là, maintenant, c'est un petit machin, etc. Et l'idée de la stagnation séculaire, etc. Alors, contre ça, et pour calmer ses doutes, d'abord, il faut regarder l'histoire. D'abord, c'est vrai que chaque fois qu'il y a eu des révolutions technologiques, on a eu peur que ça conduise à un chômage de masse. Quand il y a eu la révolution de la machine à vapeur, il y a eu le mouvement du ludisme en Angleterre, Luder, parce qu'on avait peur que ça crée du chômage de masse. Et on a vu que rien de tel s'est produit. Quand il y a eu la révolution électricité-chimie, Keynes disait il va y avoir un chômage de masse. Nous n'avons rien vu de tel. Et là maintenant, c'est pareil, parce que vous voulez, on automatise des tâches, mais on crée de nouvelles activités. Et la révolution numérique particulièrement, parce qu'elle permet aux individus de développer des réputations. Vous voyez, vous pouvez vous-même développer votre réputation, d'être un bon conducteur, de pouvoir loger quelqu'un chez vous, de pouvoir. Et donc, comme on peut développer des réputations individuelles beaucoup plus facilement, il y a un énorme, pour service à la personne, l'opportunité de créer de nouveaux emplois est énorme. Et en plus, Gordon n'a pas raison sur la croissance, parce que la révolution numérique, non seulement elle a changé la technologie de production des biens et services, mais elle a changé la technologie de production des idées. C'est beaucoup plus facile de produire des idées maintenant. Je peux interagir à distance avec d'autres chercheurs à travers le Skype, le Dropbox, etc. Et on peut travailler. Donc la technologie pour produire des idées n'a jamais été aussi bonne. Alors ça, c'est des opportunités. Maintenant, il faut les saisir, les opportunités. Et c'est là qu'il ne faut pas être panglossien et dire tout va arriver. Et l'optimisme n'est pas panglossien. Il faut organiser la société autrement. Et il faut qu'on organise notre société pour que ça soit humain, pour que le mieux sorte de cette révolution. Donc il faut une vraie sécurisation des parcours, il faut vraiment réconcilier innovation et mobilité sociale, il faut réformer l'État, donc ça on en parlera, il faut vraiment organiser notre société pour que la mobilité qui est permise par la révolution numérique soit qualifiante, soit quelque chose d'excitant dans la vie des gens, et pas quelque chose d'angoissant et de précarisant, et qu'au contraire ça augmente, qu'on traite le problème de l'inégalité par la mobilité sociale qui est permise par cette révolution. Et je crois que c'est là que le gouvernement doit être très actif, parce que ou ça peut être la pire des choses ou la meilleure des choses. Et voilà, c'est ça que je voulais dire en quelques mots. Désolé d'avoir été trop long. Non, pas du tout. Mais je voulais donner la parole à Gary Shapiro, parce que je trouve que la question que vous posez est très intéressante. À savoir, est-ce qu'on est dans une modalité qui va rendre toutes ces évolutions assez angoissantes pour les gens ou pas? Alors Gary, vous connaissez très bien assez bien la France, disons, et vous la félicitez sur ses efforts, sur la révolution numérique, sur la place qu'elle est en train de prendre dans le monde sur ce champ-là. Mais est-ce que vous avez l'impression est-ce qu'il n'y a pas un risque que les gens se sentent effectivement en dehors de ce mouvement? Vous parliez, par exemple, j'ai lu une interview où vous disiez que ça avait été un tort d'interdire Uber Pop chez nous. Mais on l'a interdit parce que, de fait, il y avait une concurrence déloyale avec les taxis. Alors, est-ce que ce pays est trop conservateur dans sa façon d'essayer de limiter les angoisses, ou est-ce qu'il y a une autre manière de faire? Merci.
Je suis désolé, je ne parle pas français. No, I'm very sad. I do not speak French. Oh, ooh. I've been saying it wrong all for many years. First, thank you for having me. Thank you for hosting. I love France. It's a beautiful country. We just had a conference here yesterday where we talked about the future and how France could be a leader in the innovation economy, which is certainly coming. And I saw with Axel Lamar and Emmanuel Macron for many years have led the country in terms of a focus on digital, even positioning France with the rest of the world as a nation of innovators and entrepreneurs on a global basis. You've helped position France with the French tech as well. It's the best country technology promotion I have ever seen around the world. And France now has hundreds... Tout le monde a bien entendu. And the leadership of Mayor Christophe Bachou with Angers, but also helping lead the delegation from France overseas to all around the world, but especially I'm pleased to CES in Las Vegas, which is an event that's held every year and gets over 180,000 business executives and media and innovators. 4,000 companies show products. And France is the leading country outside the United States in having startup companies there. And that is a statement to the world, and especially with government leadership, which doesn't cost almost anything, that you are focusing the world on the innovation in France. And that's so important, and it's one of the reasons we are in Angers today. It's the reason we are in Angers today. Having said that, there are issues you're raising with innovation that are important issues. I've heard issues about the environment. And certainly, with self-driving cars, where we are as a world heading to, they will not only empower older people and disabled people and allow them to be free, but it will also avoid car accidents. But in the environmental sense, today the average person uses their car 5% of the time. In the sharing economy, with future in Uber and Lyft taken to driverless, you can use a car 95% of the time. Even the car companies are recognizing there will be fewer cars built because of the self-driving feature. And there'll be fewer people that die. 1 million people die around the world because of car accidents every year, and many more are disabled. So there will be fewer jobs for people who fix cars, who are driving ambulances, for emergency room doctors, and yes, for drivers. And that is a discussion that is worth occurring. But how many lives equal one job? And that is a question we should ask. And we should not fear innovation when the image of France for a week there in the world was that taxi cab drivers are burning Ubers and they're attacking Uber drivers. That image the world got is that, oh my gosh, we thought France was... Yes, but il y avait... il faut que vous remettiez votre... Voilà, parce que moi, il faut que je pose mes questions en français. Il y avait une image de la direction de Uber qui était quand même catastrophique, au point que le boss et le fondateur a été quand même viré par son conseil d'administration. Donc, c'était un peu les torts partagés. Perhaps, I'm talking about the image. Uber and Lyft and many other car services around the world are doing the same thing. There's many different companies. There's Airbnb, where there's some resistance in different countries. There are other forms of technology coming in so many different ways quickly. But when I hear, as I did this morning, that this device is somehow making the world unequal, this device is empowering almost anyone in the world to have access to information, entertainment, and education, and riches that not the richest person had access to 20 years ago. I don't understand. This is the most empowering, liberating device that was ever invented. And every time there's an invention, whether it's fire or the wheel or the locomotive or the radio or the television or the computer or the internet or the smartphone, there are people who say, oh, this is terrible, it's better the way things are. But you know, our entire life as humans is about change. And no matter how hard we try to keep the status quo, we will fail. We get older. We die, our friends around us get older, we lose jobs, things change. But always, as was pointed out, there's been new jobs created, new skills are needed. The
the future of humankind is to get better. We are living longer. Because of these devices and science and data analysis, we are going to be healthier. There will be telemedicine. There will be individual gene therapy. Cancers will be cured based on our individual genes. And the jobs that will be created are not only for people that are experts in that. We're getting older, but we are not having as many children. Gary, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Comment les nouvelles technologies ne vont-elles laisser sur le côté ni les gens qui sont socialement plus handicapés avec ça, ne serait-ce que parce que le réseau n'est pas non plus toujours le même partout, ni les plus âgés? Comment vous les mettez dans le bateau? Well, that's what I was. First of all, there will be jobs created because we need to take care of elderly people. Number one, because there's fewer of us and we're living longer. Second, technology will help those elderly people as well. It's being used for our parents today. Are they getting out of bed? Are they taking their pills? Are they moving? How can we communicate with them? There's thousands of new services that are being created, and anyone with a smartphone and an idea now can create a global business that helps people and puts people together. So, and your question is a temporary one. How can people who do not have broadband and wireless access or the ability to understand this get it? It is the same problem we have in the United States because geographically we're a huge country and there's many areas where you can't even get cell service, much less broadband. That is a temporary problem. We are working the way France is working and we will solve it. France has better broadband coverage than the United States. But I think it's the goal you go after and you say we need everyone to have broadband, everyone to have internet access. It's almost a fundamental human right that we are moving towards because it is necessary to survive. And governments are providing service much more easily and transparently using these devices. And also, we are seeing that the technology companies are encouraged to provide services in a simpler way. We have a whole set of products now that we show at our event aimed at disabled, aimed at older people so they could have the access. This is just a matter of getting to the final, and there is no final, but getting better every year to improve humankind. Because after all, we are humans. And may I show a quick 90-second video now? Of course you may, of course, because you have come equipped. Please show the video. Before there were self-driving cars and drones delivering the groceries, before automation became autonomous, and the lines between virtual and reality faded away, there were people with dreams, people who took those dreams, turned them into ideas, and then turned them into action. Now, it's never been easy. Creativity is always put to the test. It's laughed at, destroyed, rebuilt, and reimagined. Time and time again. Until one day, no one's laughing anymore. What was once considered science fiction becomes something real. Something wanted. Something needed. The Consumer Technology Association celebrates more than just technology. We celebrate the unmistakably human pursuit of what can be. So let's go explore. Let's be inspired. Let's make connections. And most of all, let's make a difference. After all, greatness lies ahead. So my point is that our destiny as humans is to go forward, and technology is allowing us to do it. It's allowing us to get out of, frankly, these terrible, repetitive factory jobs, which are uncomfortable, unpleasant, and don't use a mind. It's allowing us to stay healthy. It's empowering people who are disabled. It's phenomenally saving energy, not costing energy. The fact that if you go back just 10, 20, 30 years, the amount of energy we used to do the same things, or the things we couldn't even do today because of our ability from technology, and what it is doing for the disabled people and older people is changing their world so rapidly. But yet, it is disruptive. And we cannot let that disruption, which is part of human progress and frankly, part of democracy and a free market system,
to blind us to the potential of improving everyone's life in so many different ways, eliminating pain, frankly, as I've seen in the last few weeks, all sorts of new technologies, eliminating the ability to die from an allergy because you don't know that there are peanuts in there, showing that you're about to have a heart attack. In the healthcare alone, it's phenomenal, quick, dramatic transformation, and we should be embracing it, not trying to slow it down or run from it. Alors, nous avons quand même, on va se garder 10 minutes avant de donner la parole à la salle, puisque j'espère qu'il y a des questions. Mais alors, je voulais vous poser 2 questions quand même. Répondra qui veut. Il y en a une quand même sur la prise de pouvoir. C'est-à-dire que dans cette société qui s'annonce, où va se retrouver le pouvoir? On parle des GAFA tous les 4 matins. On sait que si on donne sa date de naissance dans un questionnaire en achetant quelque chose en ligne, ce sera une donnée fort utile pour savoir comment recouper aussi les données qu'on aura pu rendre, enfin en tout cas rentrer dans le système à d'autres occasions et à d'autres endroits. Et il y a quand même une espèce de... Dans cette société, cette nouvelle société, il y a une méfiance qui est là. Alors peut-être que nous sommes le pays le plus méfiant du monde, c'est possible, mais comment on va se débrouiller avec ça? Je ne sais pas qui a envie de répondre. Axel, allez-y. Excusez-moi, Madame la Ministre. Merci de poser la question, parce que j'avais envie de réagir. On a parlé de la gouvernance politique, de l'impact écologique, des transformations sur le monde du travail, de tout le potentiel technologique pour améliorer le monde, mais on n'a pas parlé de l'économie et de la réalité aujourd'hui de cet environnement numérique du point de vue économique. Or, je suis très étonnée, moi, qu'il n'y ait pas plus de débat sur ce sujet de la position dominante de certaines entreprises qui ont émergé très rapidement, qui n'existaient pas pour l'essentiel il y a une vingtaine d'années, qui aujourd'hui se sont imposées comme étant les principales capitalisations boursières du monde et qui sont devenues absolument incontournables. Or, cette position dominante dans l'économie qui ne se situe plus et qui ne s'évalue plus au niveau national comme auparavant, mais bien au niveau mondial, global, elle n'aurait jamais été acceptée. Au XXe siècle, par exemple, lorsque les premières lois anticoncurrentielles, l'antitrust aux États-Unis ont émergé en matière bancaire, dans le secteur énergétique. Et là, parce que ça serait le numérique et les technologies, on devrait accepter que finalement les marchés non pas soient fermés, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières économiques parce que nous sommes face à des plateformes numériques globales, mais soient occupés par des acteurs économiques qui sont en position dominante, oligopolistique, voire monopolistique. Et je crois qu'une des difficultés dans l'élaboration de réponses à cette situation, qui ont des conséquences immenses en termes de création de valeur dans nos pays, dans nos territoires, et donc de maintien et de création de l'emploi. On est vraiment face, c'est l'industrie européenne, dite traditionnelle, d'origine manufacturière, qui est confrontée à l'avènement des grandes plateformes numériques. Or, il me semble que la manière d'aborder ce sujet est trop classique. On parle de droit de la concurrence, donc on évalue les positions de marché. On parle de fiscalité, donc on évalue la capacité de chaque État-nation à imposer ou à essayer d'imposer les plateformes ou sa volonté d'ailleurs. On parle d'affirmation des droits des consommateurs et notamment du respect de la vie privée, en ayant de la difficulté à imposer des valeurs qui sont profondément européennes. Et Laurent Geoffrin parlait de la dimension liberté publique de ces enjeux. Aujourd'hui, le respect de la vie privée en ligne, la protection des données personnelles sont des enjeux au cœur des libertés publiques, mais aussi au cœur des modèles économiques. Or, pour moi, la réponse, il me semble, en tout cas j'essaie d'ouvrir des horizons de réflexion pour l'avenir, elle est dans l'évaluation de la position dominante sur un marché à travers la notion de données, de la data. Si on commence à regarder cette position dominante du point de vue de la masse de données qui sont collectées, qui sont traitées, qui font l'objet d'apprentissage profond, sur lesquels on pose des
couche technologique d'intelligence artificielle qui renforce plus encore la force de frappe et la puissance des plateformes en question, eh bien, à ce moment-là, quand on met la casquette data, la casquette données pour évaluer la réalité économique de ces modèles, eh bien, on s'arme, je crois, pour permettre à nos marchés de rester ouverts. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on arrive à modifier le cadre de pensée au niveau français, mais surtout au niveau européen. Et on a quand même une chance qui est le règlement européen sur les données personnelles, qui va entrer en vigueur sur tout le continent européen à compter de mai 2018, qui impose des obligations nouvelles telles la reconnaissance du droit à l'oubli pour tous, telle la portabilité des données personnelles. Si vous avez des données qui sont stockées chez un fournisseur, chez un opérateur, vous avez le droit de les récupérer si vous changez de fournisseur. Ça sont des notions, on est là aussi encore tout au début de l'histoire pour réaménager, repenser les frontières économiques à l'aune de la data. Je crois que Mounir Majoubi, qui lui est en position d'agir, avait quelque chose à dire. Il est surtout particulièrement heureux, le Mounir, de vous dire, Madame la Ministre, que vous savez que c'est un combat que nous avons partagé ensemble il y a quelques années et que j'ai annoncé au Sénat cette semaine, que j'en ai parlé en audition à l'Assemblée nationale et que j'étais au Conseil Télécom à Luxembourg et que nous avons annoncé que cette question était une question prioritaire sur l'analyse économique, qui était de se dire qu'aujourd'hui on n'a pas nécessairement tous les outils juridiques et tout même les outils d'analyse. J'ai même lancé un appel à la recherche sur ces sujets pour comprendre dans cette économie de plateforme les mouvements auxquels on assiste devant nous et qui s'accélèrent toujours. J'avais pris la métaphore devant les sénateurs d'un jeu de prisonniers nouvelle génération, où chacun de ces grands acteurs se positionne comme une prison qui mobiliserait tous ses moyens pour attirer des consommateurs prisonniers qui, une fois rentrés dans un système, l'accès à ces prisonniers est monnayé à l'intégralité du reste de l'industrie, avec des PME qui, si elles veulent continuer à parler, des hôtels de proximité, qui, s'ils veulent continuer à parler à leurs consommateurs, sont obligés de passer par ces prisons. Mais ces prisons rentrent dans une compétition très forte les unes avec les autres, ce qui les amène à faire des... J'adore la métaphore, qui est vraiment spécialement optimiste. Et il y a la porte d'entrée de ces prisons. La porte d'entrée, parce qu'on parle de la donnée, et moi je crois que c'est un mix entre la donnée et la porte d'entrée. C'est-à-dire que l'operating system, le logiciel d'opération de votre téléphone, Android ou Mac, c'est déjà une porte d'entrée prisonnière. Ensuite, il y a le browser, c'est-à-dire le navigateur, qui lui aussi est une façon d'être une porte d'entrée qui choisit, si je suis de ce navigateur-là, j'ai accès à des services offerts par ce navigateur-là. Puis là, aujourd'hui, regardez pourquoi certains de ces acteurs prisons géants sont en train de mobiliser des milliards de dollars tous les ans sur l'assistant personnel intelligent. C'est parce qu'ils font le pari que cette enceinte connectée avec laquelle vous parlez peut potentiellement devenir la future porte d'entrée. Et donc si vous prenez une de ces enceintes plutôt qu'une autre, eh bien c'est eux qui monnayeront l'accès à vous, à tout le reste de l'économie. Et donc aujourd'hui, nos outils ne nous permettent pas, sur ces positions dominantes, sur cette partie de ce marché à deux faces, de purement constater cette position dominante et l'usage qui en est fait derrière, puisqu'on est présumé complètement libre dans cet espace. Et c'est là où les données, l'accès et surtout la portabilité vont avoir un enjeu de transformation majeur. Ce qu'on a réussi à faire émerger au Conseil européen de cette semaine, c'est un consensus pour la création d'un observatoire des pratiques sur la loyauté et la transparence des plateformes. Il y a 3 ans, tu t'en souviens, c'était impossible de le demander. Tous les pays, très peu de pays étaient prêts à nous suivre. Là, devine qui était le pays partenaire qui, après mon intervention, a souhaité soutenir cette initiative. L'Irlande. L'Irlande a soutenu une initiative pour la loyauté et la transparence des plateformes. Quel était le troisième à intervenir? Luxembourg, qui a rappelé la nécessité... Alors, il faut quand même préciser pour notre public que l'Irlande est le pays qui refuse de demander à Apple, je crois, les 13 millions d'impôts que Apple est supposé... Milliards, pardon, excusez-moi. Oui, c'est une petite différence. Donc, il y a un zéro de plus. Et donc, c'est 13 milliards que Google est censé payer comme impôt et l'Irlande refuse de le leur demander. Et donc, vous voyez bien qu'on a tout un sujet pour avancer dynamiquement dans une capacité à redonner le pouvoir aux citoyens et aux petites entreprises
de créer plus de compétition entre elles. Parce que par la standardisation, par la portabilité, par l'obligation qui est faite à faciliter l'objectif de résultat qui est le switch. Le switch, c'est la capacité de passer d'un service à un autre. Parce qu'il y a un danger avec la portabilité brute, c'est qu'on nous file nos données et qu'on se débrouille avec. Ah oui, ça va pas être commode. Facebook, si vous les utilisez, ça prend moins de 2 minutes de récupérer toutes vos données. Par contre, je ne sais pas ce que vous en faites. C'était un étudiant autrichien qui avait demandé, qui est arrivé, qui s'est retrouvé avec 11 mètres cubes de papier, oui, c'est ça. Donc ça, c'est compliqué. Mais donc tout ça pour dire que c'est effectivement l'enjeu des 3, des 4, des 5 prochaines années. Réinventer le schéma et réinventer les concepts qui nous permettent d'analyser ces flux. On peut le faire avec de la donnée pure, on peut le faire avec cette théorie sur la porte d'entrée, on peut le faire avec plein d'éléments qui ne doivent avoir que pour un seul objectif, de refluidifier et recréer de la concurrence. Vous vous rendez compte qu'on demande de la régulation pour plus de concurrence. Mais justement, j'aimerais bien avoir l'avis de Gary Shapiro, vu des États-Unis, sur ce débat européen sur le contrôle des plateformes et de leur monopole. Réfléchissez bien. I'm taking a deep breath because I want to be respectful of the fact there's a different culture and it's a beautiful culture here. I think the view is that consumers love the ability to go online, connect with their friends on Facebook, get access immediately for a search on Google or Yahoo or whatever search engine they're using. They like choosing maybe Apple or someone else. They look at what happened in Europe when it sued IBM because they were a monopolist and tied them up for millions and billions of euros. And the same thing with Microsoft because Microsoft controlled the search and browser market and really hurt Microsoft. And they look at all these new companies which form because in a technology world, today's successful company is tomorrow's out-of-business company because it is the ease of entry that makes technology so quick-moving, where you go in the cell phone space, where you've gone from Motorola to Nokia to BlackBerry to Palm to Apple, all in a matter of just 10 or 15, 20 years. And a lot of those companies are gone or absorbed, or it just barely exists. So the view is, I think, in where our focus is on innovation in the United States. Something privacy is important, but it's something politicians talk about and consumers recognize. There is a trade-off. There's a trade-off if security is an issue. In terrorism, you give up more privacy. When you go through the airport, that's what we do. If there are health is involved in terms of giving your information up to help other people get a cure that works, 90% of Apple Watch users have said we will and are doing it. So it depends on the purpose of the privacy. But if you're giving up your privacy so you could be served better and get ads that are more relevant to you or contextual information that matters to you, consumers are fine. It's a free service. And I think what our view, and many of us in the United States, is the United States is a hotbed of innovation. We have probably over 150 to 200 what are called unicorns, which are companies with over $1 billion a year valuation that are new. And why is that? Because it's a culture of innovation, of starting, of trying. It's not rigid. It's rewards, asking questions why. It's always breaking the envelope. It's a flexible workforce. And when we look at Europe going after these American companies, we're saying, your challenge in creating companies is the answer, it's a challenge. And I see French leadership by you, and I see by the mayor and Emmanuel Macron. The challenge is you want it, but the answer is not to attack other companies that are providing a service that your consumers are being delighted by and are not even paying for. Because that, I think, is the answer. And to call them monopolists and platforms when others can be replacing them quickly, I don't think that's a good approach. I think the healthier approach is to look at the regulations, which are hurting startups and hurting companies' growth, to look at the culture of risk, to look at the tax laws, to look at all the policies. I mean, we're doing things in the United States which I think are wrong for innovation. We're cutting back on highly skilled immigration. We're cutting back on trade. We're doing things which I will criticize my own government for. And I think France has done things that are amazingly good in the startup culture that's been created here. But you have to let companies grow and become successful. And if they become arrogant and they upset consumers, consumers will reject them immediately, and they will lose. Oui,
Oui, Philippe Aguillon, vous aviez envie de réagir à tout ce débat, bien sûr. Je crois que je voulais rebondir sur ce que venait de dire Gary, c'est que chez nous, un peu la politique en France qu'on avait, c'était de dire on peut taxer sans problème, on peut faire les hausses d'impôts de 2012, mais on va créer une banque publique d'investissement et on va faire de l'aide à l'innovation. C'est ce que j'appelle l'approche Marathon Man, c'est-à-dire qu'on te fait d'abord très mal et puis après on rattrape en disant mais on te crée une banque publique d'investissement. Je crois que c'est très important de créer un environnement qui favorise l'innovation, qui ne pénalise pas l'innovation. Et alors ça veut dire que évidemment c'est une contradiction dans l'innovation parce qu'il y a l'idée de destruction créatrice. Tu dois donner des conditions pour la croissance des entreprises. On est très bon pour créer des start-up, mais elles ne croissent pas en France. C'est un énorme problème chez nous. Et c'est que les entreprises ne croissent pas et c'est un énorme problème pour la croissance. Non, elles se vendent dès mais en qu'elles même sont temps, un peu rentables. voilà. Mais en même temps, il faut pas que quand elles croissent, elles puissent capturer le gouvernement. Donc c'est la concurrence dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi c'est des règles très strictes pour que les entreprises qui s'enrichissent ne puissent pas utiliser leur richesse pour faire du lobbying et empêcher l'entrée de nouveaux innovateurs. Et là, alors, c'est tout le système de financement des campagnes, c'est tout le système de décorporation. Et l'autre grande chose qu'il faut faire, c'est décorporatiser notre société. Nous avons une société corporatiste. Elle était adaptée aux besoins d'une économie en rattrapage. Mais maintenant, on est dans une économie où les gens changent de secteur, changent de statut, combinent des statuts. Comment vous pouvez avoir 38 caisses de retraite, plus de 100 caisses d'assurance maladie, avoir des différents systèmes d'allocation chômage? Il faut complètement réformer l'État pour aller vers des guichets uniques et décorporatiser notre société. Vous ne pouvez pas avoir vraiment l'innovation sérieusement quand vous n'avez pas décorporatisé. Vous voyez, c'est ce que j'appelle, c'est beaucoup plus important ça que de créer un fonds d'innovation. Je suis pour l'innovation, mais je suis aussi pour la recherche fondamentale. Autre chose en France, la recherche fondamentale, je suis désolé. Hein, non, mais je vais essayer de garder un peu de temps pour la salle. Elle est sous-financée. Quand je vois l'ANR en France, qui a un budget de 800 millions... C'est l'Agence nationale pour la recherche. L'Agence nationale pour la recherche. L'équivalent allemand a un budget de 2 milliards. J'ai envie de pleurer. Voilà. Et il faut que ça change. Voilà. Ouais. Alors, on va donner la parole à la salle. Je vais demander à la régie si elle peut me l'éclairer un petit peu pour que je vois quand les gens lèvent la main. Oui, on m'éclaire. Ah, voilà un petit peu, c'est bien. Voilà, il y a un monsieur là. Et sinon, en attendant que le micro lui arrive, je voulais vous signaler quand même à vous, Fabrice Boissier, que les Tokyoïtes, qui vont donc abriter les JO, ont annoncé que pour la première fois dans l'histoire des JO, les médailles ne seront plus d'or, d'argent et de bronze. Alors le bronze, c'est un alliage, mais d'or et d'argent sortis des mines. Mais ils ont fait un appel aux citoyens pour ramener... leurs vieux portables dans des boîtes spéciales qui sont dans les bâtiments publics. Et ils auront les JO en 2020. Ils ont déjà ramassé 65 000 portables et ils vont récupérer les métaux rares qui sont dedans. Voilà, un recyclage. Allez-y, monsieur, si vous avez le micro. Est-ce qu'on vous l'a donné? Faites-moi un signe, quelque chose. Non, c'est vous qui l'avez. D'accord. Eh bien, il montera après chez vous, alors. Allez-y. Merci. Bonjour, Xavier Berne, je suis journaliste pour le site Next Impact. Je suis ici. Ma question s'adresse à Axel Lemaire, même si je pense que Mounir Majoubi voudra peut-être réagir un petit peu derrière. Monsieur Majoubi, justement, cette semaine, vous avez un petit peu remis en cause le travail qui avait été effectué par le précédent gouvernement sur la loi numérique, qui, je le rappelle pour le public, est censée protéger davantage les citoyens et leur offrir davantage de droits. Du coup, Madame le maire, quel regard vous portez un petit peu sur l'action de votre successeur sur ce dossier, sachant que pour le public, cette loi a été votée l'année dernière, ça fait 1 an, il manque près de la moitié des décrets et ça peine vraiment à produire ses effets parce qu'il y a différents acteurs qui ne respectent pas leurs nouvelles obligations, y compris les administrations d'ailleurs. Voilà. La parole est à vous. Merci. Madame le maire m'a donné ce micro que je vais lui rendre tout de suite. Mais, monsieur, vous savez qu'on avait une interview prévue dans 5 minutes sur ce sujet. Et vous savez qu'on s'est croisés plusieurs fois cette semaine. Vous avez publié plusieurs tweets. Et c'est pour ça qu'on souhaitait même venir vous voir ensemble après pour cette interview, pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de tension d'existence. Mettez-vous d'accord. Donc,
Moi, je veux vous dire qu'il n'y a pas de tension ou de rejet. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, mais à l'époque, vous ne me regardiez pas parce que j'étais un peu plus anonyme, mais j'ai particulièrement soutenu ce projet de loi. J'ai participé autant que je pouvais. Et ensuite, quand j'étais président du Conseil national numérique, j'y étais. J'ai souligné tout à l'heure l'importance qu'elle avait eue. Donc, il ne faut pas construire des fausses oppositions. Sur la politique numérique du précédent gouvernement, dont j'ai été un des acteurs, je ne peux que célébrer tout ce qui a été porté. Dans cette loi, on a fait des avancées qu'on n'avait jamais faites avant. On a accéléré des choses comme on ne les a jamais faites. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité, c'est de mettre en place les derniers décrets. Il se trouve qu'il y a la moitié qui sont déjà passés avant qu'on arrive, et ce qui reste, c'est nécessairement les plus compliqués. Sinon, ils seraient passés avant. Et donc, ce que j'ai souligné, c'est que ce qui restait à mettre en place, et nous avons échangé de façon assez ferme ces derniers jours, c'était des décrets qui ont en soi des complexités rares. Mais je vois beaucoup d'interrogations sur vos visages. Je vous invite à lire l'article qui sera publié dès demain et que vous rendrez gratuit, je l'espère, sur Next Impact, pour que tout le monde puisse se saisir de l'enjeu de... Mais donnez-nous un délai. Quand même, dans quel délai vous espérez avoir passé tous les décrets? Il en reste plus d'une vingtaine. Chacun a sa complexité. Sinon, sinon, Madame le maire, je vous redonne la parole, vous les auriez fait passer s'ils étaient simples. Oui, ça ne répond pas vraiment à la question. Allez-y, Axel Lemaire. Bonjour Xavier Berne, universellement connu, journaliste à Next Impact, et qui suit en particulier le sujet de l'open data. Et donc c'est sur ce sujet que j'aimerais vous répondre. De quoi s'agit-il? L'open data, c'est l'ouverture des données publiques, donc des données qui sont produites par les administrations, quel que soit le niveau. Ça peut être une collectivité locale, ça peut être les administrations centrales, l'État, le gouvernement, et avec cette obligation désormais crantée comme un principe général dans la loi pour une république numérique, qui est l'ouverture par défaut. C'est-à-dire que c'est obligatoire, sauf dérogation. Ça change complètement la donne, c'est-à-dire qu'on entre véritablement dans l'ère de la transparence. Je pense que c'est un gage qui est donné aux citoyens, qui permet aux administrations d'être plus redevables à leur égard, et que donc il faut naturellement poursuivre ce mouvement de l'open data. C'est un mouvement qui est né politiquement, j'entends, il y a une dizaine d'années, qui est né dans les pays les plus progressistes. Barack Obama en a été un des fervents défenseurs, parce qu'on voit bien que derrière, il y a toujours cette notion, alors les anglo-saxons disent empowerment, j'ai jamais trouvé le bon mot, j'aime bien, au Québec on dit empouvoirment. Ça parle bien quand même. Enfin, mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est d'être maître de son propre destin individuel et collectif. Alors, du coup, l'open data par défaut, il faut encore mettre en œuvre des décrets d'application. C'est très complexe et il ne faut pas sous-estimer la résistance des acteurs institutionnels enfin moi j'ai testé en direct. Donc on est à un moment de l'histoire qui suppose une volonté et un portage politique très fort pour ne pas reculer, parce que sur ces sujets, qui sont des sujets très sensibles, le recul est facile. Je l'ai vu par exemple au Royaume-Uni, lorsque le gouvernement conservateur est arrivé au pouvoir, poum, il y a eu un coup d'arrêt à l'open data. Alors, je vais donner la parole à monsieur là-haut, si on lui donne un micro. Juste un instant. Et après, effectivement, j'ai vu que j'ai plein de questions là devant. Oh, j'ai juste un petit point de complément. On va essayer de faire vite pour donner de la place à tout le monde. Allez-y. Excusez-moi, just 1 second. 1 second, please, Mounir speaking. Ah. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas entendu l'anglais. Non, mais faites vite. J'ai pris l'habitude qu'on ne me voit pas, les journalistes ne me reconnaissent pas. Bon, d'accord. Dans ce cas-là, je ne veux pas vous troubler. Hier, j'ai été accueilli à un endroit où la personne a célébré et félicité et accueilli le ministre en parlant au délégué du préfet, puisqu'il avait plus une tête de ministre que moi. Pour rappeler les objectifs sur l'open data, c'était un des points essentiels des propositions présidentielles que nous avions portées avec Emmanuel Macron, avec un engagement majeur de notre gouvernement sur aller jusqu'au bout de l'open data. Tu as rappelé les complexités administratives. Je veux rappeler que le deuxième volet, c'est l'open data des collectivités territoriales, et aussi, dans l'open data des collectivités territoriales, un réalisme face aux capacités, notamment aux plus petites, à mobiliser les moyens. Et c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, dans le travail collaboratif qui est entre l'État et les collectivités, on travaille à comment l'État peut développer des outils
à disposition des collectivités pour être capables de délivrer leurs données. Et sur nos administrations les plus tournées vers la donnée et la numérisation, elles, quand elles ne rendent pas directement disponibles leurs données, c'est qu'il y a des blocages plus culturels que d'autres. Mais il y a d'autres administrations qui ont toujours été plus petites, qui ont été plus en retard sur la numérisation, qui ont toujours mobilisé leurs moyens sur d'autres sujets, par exemple sur l'impact social, sur l'impact culturel, plutôt que sur leur transformation numérique. Et ben pour elles, c'est plus dur de rentrer dans cette open data by default. Et pourtant, ça doit rester notre vision et notre priorité. Donc aujourd'hui, le taillage de ces décrets, il est essentiel parce que ça change. C'est l'incarnation dans l'action politique de toutes les valeurs qu'on décrit ici. Il faut qu'on y arrive et il faut qu'on le fasse dans le réalisme des capacités. Alors, ce coup-ci, je donne la parole au monsieur de là-bas. Voilà. Faites rapide. I am Professor N.K. Goyal from India, representing Telecom Mobile Associations. I was so happy to listen on innovations, technology, human values, empowerment. It's not a question, but it's a sharing of something. At times, I think personally, is technology pushing us beyond becoming a human? One thing, we all promote and say everything for internet, broadband, digital technology, but nobody gives the answer for cyber attacks or phishing, etc. Everybody pushes us for digital economy, for financial transactions. So we want to be away from cash, but then there is no answer. How do we safeguard the hacks, etc.? Nobody has the answer. And as I understand, cyber attacks are such that they cannot be guaranteed 100% safe. Thank you. Je crois que c'était plus une remarque qu'une question, à vrai dire. Oui, allez-y. Je vous en prie. Parce qu'il y a une question qui se pose un peu avec la révolution digitale. Est-ce que c'est la fin du travail, du rôle de l'homme dans l'économie? Et est-ce que c'est la fin du rôle des entreprises? Voilà, il y a eu des questions comme ça. Et c'est des absurdités, on peut penser que c'est... Mais en fait, non, parce que moi, je pense qu'effectivement, les machines deviennent de plus en plus... C'est vrai que les machines remplacent les hommes en partie dans la production de biens et services et aussi jouent un rôle dans la production des idées. Donc ça, c'est vrai. Mais l'imagination, le rêve, l'intuition, il y a beaucoup de choses que nous avons... tout est possible, mais je pense que l'input humain sera toujours et de plus en plus nécessaire. Et donc, il sera toujours au cœur de la chose. Et le tout, c'est qu'évidemment, il faut qu'on soit qualifié, qu'on soit formé. Et le rôle des entreprises, c'est pareil, parce que individuellement, on peut faire certaines choses, mais il y a un aspect risque que l'entreprise seule peut supporter. Et donc, je ne pense pas que c'est la fin de l'entreprise et la fin du travail humain. Mais ça sera autrement et ça requiert un écosystème différent. Voilà, mais je ne crois pas que c'est la fin de... Il y avait des questions là, madame. Alors, je ne sais pas du tout comment circule le micro. Ici, en bas. Voilà. Hop. Et après, vous le passerez à vos voisins qui sont dans votre proche environnement. Allez-y. Bonjour. Oui, ça marche. Je pense, en principe. Je suis une citoyenne lambda d'Angers. Ma question est la suivante. Comment à la fois développer un réseau mobile de connexion mobile efficient pour tous, qui de fait est une question de justice, et appliquer les récentes préconisations de l'ANSES sur la diminution drastique de l'exposition aux champs haute fréquence des mineurs avant 14 ans, voilà, sans remettre sur la responsabilité des parents le fait d'avoir une Wi-Fi ou un téléphone portable. Bon, là-dessus, il y a deux questions dans ce que vous dites. Enfin, en tout cas, je vais faire deux remarques sur votre question. Aujourd'hui, dans les zones blanches, le fait de venir apporter un poteau avec 4 émetteurs portables, je vous assure, on reste très en dessous des standards de l'ANSES. Très en dessous. Mais une des raisons aujourd'hui qui fait que dans certains territoires, c'est compliqué de faire venir ces poteaux, c'est qu'il y a quand même cette peur qui est exprimée et qui est légitime si les gens la ressentent, si on a des organisations qui définissent des seuils limites, c'est normal qu'il puisse y avoir ce débat. Mais vous voyez aujourd'hui comment un élu local peut se retrouver dans une condition très complexe avec avoir la moitié des familles qui demandent à pouvoir capter parce qu'ils veulent pouvoir vivre une vie comme les autres et l'autre qui s'inquiète des risques. Allez-y, faites votre remarque, vous ne m'écoutez plus. En général, je parle des préconisations de l'ANSES sur tous les enfants de moins de 14 ans.
Bon, Voilà. je vais vous répondre, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Je vous répète qu'une antenne mise en place dans un territoire où il n'y a pas d'autres ondes qui sont mises reste en dessous de ces recommandations. Les antennes, d'accord, mais les Wi-Fi à la maison, etc. Et on ne peut pas dire aux gens déconnectez votre Wi-Fi et développer les objets connectés. Votre question, c'est celle de comment on vit de façon sereine, avec à la fois une conscience du risque et en même temps la nécessité absolue de ces usages. C'est pour ça qu'il y a les régulations, c'est pour ça que certains pays ne les aiment pas, c'est pour ça que nous, on y croit très fort, parce qu'on croit que des régulations qui protègent, ça permet au contraire de créer de la confiance dans l'économie de l'innovation. S'il n'y avait pas ces régulations de protection de la santé des citoyens, alors on devrait avoir un doute sur chacun des nouveaux appareils qu'on intègre dans notre maison. Aujourd'hui, le pacte que l'État, que l'Europe fait avec les citoyens de l'Europe, c'est de dire, comme ces objets respectent nos normes, alors vous pouvez leur faire confiance et le faire. Aujourd'hui, vous dites, il y a des doutes sur la confiance. Oui, il y a des citoyens aujourd'hui qui pensent qu'il y a des doutes, qu'aujourd'hui on n'est pas capable de maîtriser, que quand dans un immeuble parisien, on est dans un appartement traversé par une centaine de réseaux Wi-Fi dans une tour, ça peut poser des questions. Aujourd'hui, le niveau de la science nous indique que même dans ces conditions, on reste quand même à des niveaux acceptables sur lesquels on n'a pas de démonstration de grands risques. Mais avec l'arrivée des objets connectés, avec des nouveaux réseaux qui couvrent l'intégralité du territoire, qui se superposent les uns les autres, oui, il va falloir se poser la question. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on oppose la couverture du territoire et la santé, parce que ce serait terrible qu'on ralentisse pour de mauvaises raisons, là où en fait on libérerait complètement les familles en leur réapportant ces conditions. C'est pour ça que j'étais un peu emporté. C'est tellement important que ça arrive dans les villages, c'est tellement important que ça arrive dans les montagnes, qu'il ne faut pas qu'on se trompe du débat, d'un côté sur les inquiétudes et de l'autre sur la nécessité. Fabien Boissier, vous aviez envie d'ajouter quelque chose là-dessus? Oui, un petit complément sur le cas des objets connectés dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils sont appelés à se développer parce qu'ils apportent beaucoup de services, ils apportent du bien-être, ils apportent des potentiels aussi sur la durabilité des produits. Mais on n'est pas obligé de rester sur le stade actuel où ça marche avec du Wi-Fi. On sait très bien qu'on peut faire marcher des objets connectés avec du Bluetooth basse énergie, ça consommera des millions de fois moins d'énergie, ça fera moins d'ondes et ça sera encore plus efficace. Donc il faut aussi continuer à penser qu'on peut avancer sur la conception de nos produits, avancer sur la conception de nos systèmes avec des objectifs bien sûr d'innovation, bien sûr de meilleure satisfaction du consommateur, mais aussi des objectifs environnementaux et de santé. Alors, je vais prendre deux dernières questions. Une qui est au premier rang et une qui est là-bas en haut à gauche. Alors, allons-y. Il y a quelques années, jeune médecin, je suis partie français, je suis partie aux États-Unis parce que j'avais hâte d'apprendre l'informatique pour pouvoir innover et réformer en matière de santé. Et je suis maintenant membre du conseil de la CTA et le CES m'a donné une plateforme d'expression pour déployer ces innovations. Alors Axel Lemaire et Mounir. Axel Lemaire, vous nous avez parlé d'Open Data qui a démarré aux États-Unis sous le président Obama. Et Mounir, quand vous étiez au Conseil numérique, en matière de santé, la première recommandation que vous avez faite, c'était d'adopter la formule d'Open Data pour la santé qu'on appelle Blue Button pour la France. Axel, vous m'avez appelé, on en a parlé, vous avez démarré, vous avez eu cette vision. Mounir, vous avez aujourd'hui les moyens de l'action. Monsieur Macron, au CES, nous a dit faisons-le. Vous avez la technologie, elle existe, inventée en particulier par des Français qui revient en France. Est-ce que vous allez avoir une consultation sur la santé au-delà du DMP qui a été un échec et qui visait pas... Excusez-moi, mais c'est un peu technique si on ne connaît pas le dossier. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que vous défendez concrètement? Alors, non, excusez-moi, je pose des questions de base, mais... Voilà, l'open data en matière de santé, c'est donner aux consommateurs, aux citoyens, l'accès à l'information de santé pour réformer la santé, l'optimiser et pour sa sécurité. Est-ce que vous allez le faire aujourd'hui avec vos moyens en France? Alors là, je ne sais pas si vous arriverez à répondre rapidement à ça. Allez-y. C'est vous qui êtes à la manœuvre, après tout. Je peux répondre avec deux choses. Un, sur le sujet santé, et deux, sur le sujet plus global de comment on envisage de réussir à rendre plus intelligentes et plus utiles ces données que l'administration, que le service public possède vis-à-vis du citoyen, comment on peut sécuriser ça. On a annoncé à plusieurs reprises avec le président, avec le Premier ministre, et je le porte au quotidien, la mise en place de la plateforme numérique de l'État. La plateforme numérique de l'État, c'est une architecture qui va permettre d'accueillir des données
complexes liés aux citoyens, de les protéger au plus haut niveau, de monitorer les accès pour être sûr de savoir ce qui se passe avec ces données, et qui est basé sur 3 briques. Une brique d'identification, il faut que les citoyens puissent se connecter de façon très sécurisée à un niveau faible quand c'est nécessaire, mais aussi à un niveau très fort. Si un jour on vote en ligne, il faut que ce soit à un très fort niveau. Si un jour vous pouvez faire des opérations qui vous engagent, il faut que ce soit à un très fort niveau. Si ça concerne l'échange de vos données de santé, il faut qu'on puisse avoir ce niveau très fort. Aujourd'hui, votre compte Amélie, il n'est pas sécurisé à un niveau tel que je serais prêt à mettre toutes les données qu'un Blue Button permettrait. Par contre, si on met en place cette identité, et c'est l'engagement qu'on a pris, alors on pourra le faire. Deuxième élément, c'est une brique d'échange de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes amené à très régulièrement à redonner vos données entre plusieurs services publics. Donc il faut qu'on vous redonne, à vous, chaque citoyen, la capacité à ce que vos données d'un service public puissent aller à un autre, et notamment vos données de santé. Et une troisième brique essentielle, c'est celle de la protection de ces données. Il ne faut pas que l'interconnexion de ces données amène à créer un risque sur les données personnelles des citoyens. Et donc il faut un troisième élément qui protège ces échanges, qui permet de garantir et de tracer chacun de ces accès, et qui permet de créer une garantie. Maintenant, sur le sujet santé, la ministre de la Santé l'a rappelé, c'est un des piliers essentiels de la politique de santé de ce gouvernement, c'est d'aller, en utilisant le numérique, exploiter ces données de santé, en ayant toujours ces 2 piliers dont je vous parlais, performance et humanité. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un open data et un blue button sans poser la question immédiate et nécessaire de l'utilité pour le malade, de l'utilité pour le non malade, c'est-à-dire le citoyen qui veut maîtriser ces données. Et donc tout ça, ça a mis du temps. Dans le cadre du précédent quinquennat, j'ai fait partie de plusieurs commissions sur les données de santé. Tu as porté le sujet. Vous avez réussi à mettre en place un dispositif qui permettait de créer un cadre juridique et administratif pour pouvoir les collecter, pour pouvoir les traiter, pour pouvoir en avoir un regard au moins plus net. Maintenant, notre responsabilité, c'est de transformer ça en un usage. Vous avez parlé du Blue Button. Blue Button, en fait, c'est juste l'idée que c'est très simple de faire tout ce qu'on vient de se raconter. C'est-à-dire qu'avec un seul button, l'intégralité de ces données peut être mise à disposition d'un service tiers ou d'un autre service public, et notamment un autre service tiers d'aide aux services de santé. Mais l'objet pour tout ça, c'est de garantir la sécurité, la confiance, et il ne faut pas que ça soit... C'est comme la discussion qu'on avait tout à l'heure, madame. Il ne faut pas que ce que je vous dis sur la sécurité nous ralentisse sur l'innovation. Il faut qu'on ait les 2 objectifs toujours en même temps. Il y avait une question là-haut qui sera la dernière. Voilà. Et désolée, je frustre la salle, mais certainement les intervenants aussi. Allez-y. Brissot Alain, citoyen angevin. Je voudrais poser une question sur les données personnelles. On voit avec les dispositifs sur le big data, enfin sur l'open data, que les données publiques sont partagées. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer au niveau des données personnelles un dispositif de type virement de données qui permettrait à un citoyen de dire mes données qui sont chez Google, je les transfère à un jeune acteur que j'estime innovant, à qui je lui permettrais d'utiliser mes données, et ça nous permettrait de reprendre un peu le pouvoir sur ces données personnelles. Une seconde et je te donne à Axel, parce que vous avez mieux dit ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on parle de portabilité, facilité, on parle de ça. Quand je dis l'objectif de résultat du switch, on parle de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous demandez à Facebook vos données, il vous les donne. Google, vous lui demandez, il vous les donne. Vous recevez un gros fichier zip avec tout dedans. Seulement, en fait, c'est pas dans un format directement réexploitable par un autre. Et ça, c'est tout le sujet de la loyauté, de la transparence des plateformes et de la portabilité. Ouais. Axel Lemaire avait envie d'ajouter quelque chose là-dessus. C'est possible, monsieur, faites-le. Faites-le parce qu'aujourd'hui, vous en avez le droit et les moyens technologiques à disposition. Mais c'est vrai qu'il y a encore une question d'éveil aux enjeux. C'est possible grâce à un principe juridique qui a été inscrit dans la loi de libre disposition de ces données personnelles. Et pourquoi on a fait ce choix de parler de l'usage libre des données et pas de leur propriété? Bien sûr, on peut se dire vos informations très personnelles, votre âge, date de naissance, les informations sur votre famille, votre lieu de résidence, votre historique médical, bancaire, etc. Tout ça, c'est à vous. Vous vous en sentez propriétaire. Mais le danger, en droit, on a eu ces débats au Parlement, d'affirmer la propriété sur les données personnelles. C'est quand on dit propriété, on dit vente et on dit commerce. Alors que lorsqu'on s'inscrit sur le principe de l'usage, alors cette capacité de chaque citoyen à récupérer ces données est plus facile à mettre en œuvre. Donc c'est dans la loi et aujourd'hui il y a
des entreprises qui offrent ces possibilités aussi. Et donc, il faut se saisir de cette possibilité. Alors, à vos claviers, et on va terminer là-dessus. Non, je suis désolée, l'horaire est passé, donc c'est la dure règle du jeu. Et je vous remercie beaucoup et je remercie la salle. Je crois que vous devez sortir de la salle, même si vous assistez au débat suivant. Voilà. Try to make go to the dance floor.